La première, elle est posée par Jean Bernard, qui dit « Jean-Luc Mélenchon, pouvez-vous me dire pourquoi Benzema ne peut pas jouer en équipe de France et pourquoi Monsieur Fillon, lui, peut se présenter aux élections ?» Ouais, je comprends. Je crois que je sais de quoi il s'agit, mais je ne suis pas assez bon connaisseur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être choqués. Il faut qu'on essaye, nous, d'en tirer des leçons pour l'avenir. Je ne vais pas faire le moralisateur, mais il me semble qu'on doit en tirer des leçons. Donc, par exemple, on ne doit plus accepter qu'un parlementaire fasse des missions de conseil, comme il dit. Là, 200 000 € pour conseiller des boîtes d'assurance. On se demande vraiment en quoi consistaient les conseils en question. Mais comme il dit, bon, tout ça jusqu'à présent était légal. Par conséquent, faut changer la loi pour que ça ne soit plus légal. Je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres qu'on pourrait appeler, on ferait une loi, on appellerait ça une loi de vertu républicaine. Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'il y a des situations où, en effet, on ne peut pas représenter le peuple français. Alors, autre question peut-être, cette fois-ci c'est Pierre. Il vous dit, vous êtes le candidat des libertés, seriez-vous prêt à donner plus d'autonomie à la Corse ? De l'autonomie, il me semble qu'il y en a déjà pas mal, avec le statut qui permet à l'Assemblée de Corse d'autogouverner assez largement. S'il faut aller au-delà, c'est aux Corses de le proposer. Maintenant, l'autonomie est une bonne chose, la vie ensemble aussi, non? Je crois qu'on est heureux d'être Français ensemble, puis quand même, il y a eu quelques Français illustrissimes Corses. Hein. Bon, donc, voilà. Après, il faut faire très attention au fait que si on augmente les libertés, entre guillemets, des territoires, on brise l'unité de la loi. Moi, je ne suis pas d'accord pour que sur le territoire français, il y ait plusieurs codes du travail. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les protections sociales doivent être les mêmes partout. De la même manière, je ne suis pas d'accord avec la réforme du collège qui prévoit que chaque collège, par exemple, a 20% de son temps qui est à la liberté d'appréciation de chaque collège. Non, ça c'est pas bon, on doit être éduqués tous de la même manière, et ainsi de suite. Disons qu'il y a des gens dans notre pays qui sont plutôt attachés aux particularités, et d'autres qui sont plutôt attachés à ce qu'on a ensemble. Il faut arriver à trouver le bon point d'équilibre. En général, on y arrive si on est de bonne volonté. Mais la loi est une et indivisible. Très bien. Autre question, alors cette fois-ci, elle concerne les quartiers populaires. Vous étiez d'ailleurs très récemment à Marseille, dans les quartiers nord. Oui. C'est une question de Mélanie qui vous demande quel est votre programme pour la réhabilitation des quartiers populaires et l'accès à la culture des plus démunis? Oui. Alors, d'abord, je vais commencer par dire quelque chose qui va peut-être vous paraître étrange, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne le quartier populaire comme une espèce de globalité qui aurait une particularité tellement forte qu'on ne verrait plus que ça. Dans les quartiers populaires, il y a toutes sortes de gens, qui ont toutes sortes d'activités. Les uns réussissent, les autres échouent. Les uns sont honnêtes, les autres sont malhonnêtes, comme dans tous les autres quartiers. Par contre, ce qu'ils ont en particulier, ces quartiers, oui, ça c'est vrai. Premièrement, c'est une discrimination par l'adresse et le fait qu'on est obligé de constater que le taux de chômage est plus élevé qu'ailleurs. Donc ma réponse au quartier, c'est la même que celle pour le pays. C'est plus de travail et du travail pour tout le monde. Travailler moins, chacun, pour travailler tous dans le pays. Deuxièmement, il y a l'accès aux services publics. Ça ne concerne pas que les quartiers, mais c'est spécialement vrai dans les quartiers populaires où il y a zéro service public. Le seul service public qu'on voit passer, c'est la BAC. Alors c'est pas très encourageant, hein, et ça donne des résultats souvent assez désastreux. Donc ça, c'est pas normal. Et il faut donc reprendre complètement le maillage de services publics du territoire. Quant à l'accès à la culture du très grand nombre, ça pour le coup, ça peut être que le résultat d'une politique volontariste. Celui qui vous parle a été adjoint à la culture de sa commune, et à l'époque où je l'étais, ma commune battait le record de France des inscriptions en bibliothèque publique. Alors qu'on vienne pas me dire que c'est pas possible, hein. Et c'était des milieux, c'était en secteur populaire. Donc oui, quand par exemple il y a la pratique culturelle à l'école, je vous donne un exemple. Si dans toutes les classes du primaire, vous faites chaque année une présence de gens qui viennent jouer d'un instrument, montrer comment ça fonctionne, mécaniquement, vous avez après des mômes qui vont au conservatoire, à condition, bien sûr, que les tarifs leur permettent d'y accéder. Ou bien, si vous faites l'heure du compte dans les bibliothèques et que vous amenez à tour de rôle toutes les classes de la ville, tout le monde finit par s'inscrire à la bibliothèque, pas seulement les gosses, mais les parents qui accompagnent leurs gosses à la bibliothèque et qui, du coup, vont feuilleter un livre ou l'autre. Et enfin, c'est le dernier élément, mais c'est peut-être le plus important, faut permettre aux gens qui créent
et qui produisent, si j'ose dire, de la culture, de vivre dignement. Parce que si vous les condamnez à une vie d'enfer, ils finissent par lâcher prise. Et s'ils lâchent prise, il n'y a plus de création artistique. Il n'y a pas d'art sans créateur. Alors ça, vous savez que j'ai proposé une chose. J'aimerais qu'elle rentre dans le débat de la présidentielle, mais pour faire parler d'autre chose que de Fillon dans cette présidentielle, faut se lever de bonne heure. J'ai proposé qu'on finance une partie du régime de la sécurité sociale, et notamment de la retraite des créateurs et des artistes, en remettant des droits sur les œuvres qui tombent dans le domaine public. Bon, par exemple, l'œuvre de Victor Hugo, je prends l'exemple de Victor Hugo, elle est dans le domaine public, et ben je propose qu'on reprenne des droits dessus, et ça tomberait bien, parce que c'est Victor Hugo qui a proposé l'idée que je suis en train de vous proposer. Et vous voyez que comme il y a des œuvres d'art qu'on utilisera et auxquelles on voudra tous accéder un jour de notre vie, eh bien, on permettra que ce fonds soit abondé, que les créateurs d'aujourd'hui soient en partie financés par les créateurs d'hier. C'est beau et c'est moral. D'ailleurs, je crois que vous avez des propositions aussi très concrètes sur les jeux vidéo. Vous êtes l'un des seuls candidats à d'ailleurs faire des propositions là-dessus. Oui, parce que les autres n'ont pas compris de quoi ils retournent. Ils pensent que c'est une activité, comme ils disent, de jeunes. Ils croient que c'est un truc pour les mômes. Alors oui, c'est pour les mômes, mais c'est pas que les mômes. La moyenne d'âge des consommateurs de jeux vidéo, on ferait mieux de dire de praticiens des jeux vidéo, c'est 35 ans. Hein. Donc ce sont des femmes et des hommes faits, qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont un comportement de jeu. Alors c'est pas un comportement puéril, le comportement du jeu. Le jeu, c'est structurant de l'imagination humaine. On commence tous par jouer pour se construire en tant que personne. Bon, je dis tout ça, ça fait un peu sérieux, hein, mais c'est juste pour clouer le bec à ceux qui ont du mépris pour le jeu. On croirait que jouer, c'est perdre son temps. Ben, pas du tout. Jouer, pas à l'argent, hein, mais jouer avec des jeux vidéo, c'est gagner du temps parce que on peut s'enrichir humainement. Ensuite, le jeu vidéo, notamment le jeu 3D, est une expérience totale. Alors les gens racontent ce qu'ils veulent, mais c'est la technique du 21e siècle. Alors les autres, ils auront rien compris, une fois de plus, ils verront le train passer, mais c'est quand même là que ça va se passer. Et aujourd'hui, l'activité du jeu vidéo, c'est un budget mondial supérieur à celui du cinéma. Il se trouve qu'il y a les Français savent bien faire ça. J'ai visité l'école à Angoulême, ils me scotchent. Tellement ils sont forts, ils savent travailler ensemble, enfin ils savent même pas à quel point ils sont forts, c'est moi qui ai dû leur expliquer. Tellement leur technique, leur manière de travailler ensemble sont fantastiques. Puis je vois les gens qui participent à ma campagne, pardon de citer ça, mais le groupe qui fait Discord Insoumis, on peut dire aujourd'hui, c'est la partie la plus dynamique, la plus avancée de mon dispositif de campagne. Et pourtant je sais pas qui c'est, et ils sont juste convaincus. Peut-être que demain ils feront autre chose, j'espère pour eux, hein, que de la campagne électorale. Mais c'est pour dire, c'est dans la vie de maintenant. Tout passe par là. Et c'est un magique instrument de formation, de culture. Même les jeux que j'aime pas. Par exemple, celui sur la Révolution de 89, Assassin's Creed. Bon, j'aime pas ce jeu parce qu'à la fin, évidemment, c'est les révolutionnaires qui sont nuls. Mais il est d'une splendeur, il est d'un aboutissement technique absolument magique. Bref, moi je propose qu'il y ait un centre national du jeu vidéo comme il y a un centre national du cinéma. Et je vous garantis que si je suis élu, je mettrai le paquet pour que cette filière, elle existe en France, qu'elle se développe, que les gens n'aient pas besoin de partir et que leurs entreprises puissent se développer, et puis qu'il y a aussi un service public, peut-être, je sais pas, des coopératives avant de penser au service public, mais et aussi le moyen de les financer à mesure que tout ça avancera. Peut-être qu'on mettra, je sais pas quoi, ou une taxe sur les manettes de jeux vidéo ou quelque chose comme ça, qui permettent d'abonder, de trouver des fonds pour que cette activité puisse se développer, que nous autres, les Français, on soit à l'avant-garde, comme on l'a été pour les fusées, pour les trains et pour toutes sortes de choses où on est toujours les meilleurs. D'ailleurs, je crois que vous vouliez aussi avoir votre propre jeu vidéo sur votre campagne. C'était une idée. Alors on m'en a annoncé un, puis maintenant il paraît qu'il y en a deux. Alors c'est des jeux en 2D, hein, c'est pas en 3D. Il y en a un qui est drôlement marrant d'après ce qu'on m'a raconté. Alors le personnage c'est moi, et alors on capture en cours de route des ennemis. Alors Monsieur Gattaz, Monsieur Fillon, on les secoue et ça fait tomber des euros. Et évidemment plus on a d'euros, plus on a gagné. Puis il y a un autre jeu, alors c'est le jeu dans le sens inverse, qui est humoristique. Ça représente en gros, ils appellent ça l'émission politique. Alors ça, c'est une caricature de l'émission politique qui est un traquenard absolument incroyable. Donc chaque fois que je prends la parole, il faut me donner un coup de godasse sur la tête, ou il faut m'empêcher de parler en m'interrompant, comme dans une interview à l'émission politique. Et moins j'arrive à parler, plus je descends dans les sondages, et plus le gars qui joue, la fille qui joue, marque 2 points. C'est drôle, évidemment, c'est fait pour se moquer de l'émission politique, pas de moi, hein, vous avez tout compris les gens. Hein.
Autre question qui a complètement autre sujet, c'est Mohamed qui vous demande: Monsieur Mélenchon, que comptez-vous faire pour diminuer drastiquement les avantages des plus hauts fonctionnaires, tels que les députés, les sénateurs et les autres? Ben, c'est pas juste de parler comme ça, parce que d'abord, c'est pas des fonctionnaires. Ce sont des élus. Autrefois, alors que vous trouviez qu'ils soient trop payés, moi je n'en dis combien pas, j'ai signé un amendement au Parlement européen pour diminuer nos indemnités de 20%, je crois, ou 25%. Bon, on prend normalement, un parlementaire doit avoir une indemnité. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a que ceux qui ont de l'argent et qui ont un patrimoine et des rentes qui pourraient être élus. C'était le cas autrefois, quand il n'y avait pas ces indemnités. Bon, il faudrait qu'on ait que l'indemnité soit officiellement et clairement indexée sur un salaire de la fonction publique. Je sais pas moi, un député gagne comme un instituteur qui serait en fin de carrière. Puis après, il faut mettre des limites qui s'appliqueraient à moi. Moi, j'ai été cumulard, j'ai cessé de l'être, mais j'ai beaucoup exercé de mandat dans le temps. Si je pouvais me sauver de celui-ci, je le ferais, mais malheureusement, il y a un accord politique qui me rend ça impossible. Mais par exemple, j'entends ça, c'est pas parce que moi je l'ai fait longtemps que je vais trouver ça génial pour tout le monde. Non, c'est pas une bonne idée. Bon, ça oui, mais après, moi les gens, je vous mets en garde aussi. Vous avez raison de critiquer, vous avez raison de vouloir contrôler ceux que vous élisez, mais perdez pas de vue qu'il y en a quand même qui en ramassent des centaines de fois plus et à qui personne pose de questions. Parce que qu'est-ce qui justifie les salaires des très grands patrons qui en un jour gagnent plusieurs décennies de SMIC d'une personne ordinaire et de leurs propres employés? Faites attention à pas transformer votre volonté de vigilance en haine anti-parlementaire, et surtout qui protège ceux qui, eux, pour le coup, sont les maîtres du bal. Et enfin, peut-être dernière question. Gilbert vous demande, Monsieur Mélenchon, en cas de deuxième tour où seraient face à face Marine Le Pen et Monsieur Macron, pour qui appelleriez-vous à voter? Ça n'aura pas lieu. Et puis, d'une manière générale, j'ai décidé que je répondrai jamais à ce genre de questions parce qu'elles sont particulièrement, si vous voulez, démoralisantes pour ceux qui écoutent. Nous, on croit à la démocratie jusqu'à la dernière minute, on se bat pour nos idées, etc. Et puis vous avez un type qui se pointe avec son sondage à la noix, qui a fait ça dans son burlingue avec une petite, il a sa recette. Alors ils doivent avoir un poulpe ou une grenouille et il vous fabrique un résultat de sondage. Après on dit les sondages sont trompés tout le long, mais trop tard, le mal est fait. Et on vous aura organisé un monde qui n'existe pas. Voilà, moi je pense d'abord que ça ne sera pas ça le deuxième tour. Là je vous parle très sérieusement, je vous parle en homme, en responsable politique, a beaucoup vécu et beaucoup vu. Non, ce n'est pas ça qui se produira parce que les choses bougent beaucoup dans notre pays et à l'heure à laquelle on parle, la moitié des gens ne savent pas pour qui ils vont voter, ni même s'ils vont voter. Alors vous imaginez. Malgré les sondages, pour vous, ça... c'est pas un indicateur. Non, c'est une indication peut-être à un moment, j'en sais rien, je sais même pas si c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que les mêmes sondages nous disent que la moitié des Français ne savent pas s'ils vont voter et pour qui ils vont voter. Donc ça sera pas ça. Alors j'ai dit c'est démoralisant parce que ça transforme une élection ça devient les jeux des petits chevaux. On va pas se demander est-ce que Mélenchon a raison de vouloir 100% de remboursement par la sécurité sociale. On va dire bon alors lequel c'est qui a le plus de chances d'arriver au deuxième. Et alors les gens se retrouvent comme on dit. On va voter pour le moindre mal. Les gens, il faudrait vous rappeler que le moindre mal, c'est toujours le mal. Et ça, il faut quand même s'en imprégner profondément. Je vais vous dire, il y a quand même une chose qui se passe. C'est qu'à force de s'être foutu de la tête des gens avec le vote utile, vous n'aurez pas de vote utile. Les gens en ont plein le dos. Et ils veulent plus qu'on les manipule comme ça, qu'on les traîne comme un animal par le bout du naseau, jusqu'à la mangeoire où ils veulent pas manger. Voilà. Des gens comme moi ont envie de manger ni du Macron, ni du Le Pen. Et par conséquent, on s'est servi nous-mêmes notre assiette et ça s'appelle Jean-Luc Mélenchon et l'avenir en commun.